Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Donc Jean-Claude, Jean-Marie Reynaud, Jean-Claude, le fils de Jean-Marie Reynaud, qui a une marque artisanale qui a quel âge maintenant déjà 60 ans, c'est ça? Bientôt 60 ans, ouais. Bientôt 60 ans. Donc nous venons de rentrer chez Cobra, une marque qui vraiment aime le son, aime l'homogénéité du son et retranscrire le son. Donc c'est une marque qu'on est ravi d'avoir en magasin et ravi de recevoir Jean-Claude aujourd'hui qui va nous parler un petit peu plus de la philosophie de Jean-Marie Reynaud. Oui, donc moi je suis effectivement Jean-Claude Reynaud, je suis le fils de Jean-Marie Reynaud qui a donné son nom à la marque Jean-Marie Reynaud, plus connu aussi sous le nom de JMR maintenant, puisque avec le temps ça s'est un peu simplifié. Mon père a créé la marque en 67, donc c'était il y a bientôt 60 ans effectivement. Et mon père était un grand mélomane, un homme vraiment très épris de musique, et pour qui c'était un besoin personnel en fait, avant d'être je dirais une idée de produit ou de marché, c'est qu'il avait envie d'avoir pour lui quelque chose qui ressemble à la façon dont il avait envie d'écouter. Et un produit GMR, c'est avant tout un produit d'une personne, plus qu'un produit d'un collège d'ingénieurs qui travaille ou d'un directeur marketing qui, je dirais, énonce quels sont les produits à fabriquer. Ça répond à des besoins et à une envie, à une philosophie qui est celle d'effectivement retranscrire la musique dans ce qu'elle a de sensible, dans ce qu'elle a d'émotionnel, avec effectivement toujours un médium très juste, avec un équilibre tonal qui est toujours assez droit. Voilà, sans chercher à surjouer, ni pas dans le côté spectaculaire, mais véritablement dans le côté émotionnel. Ouais. Donc on peut vraiment définir, je pense, une JMR par ce côté-là, ce côté très musical, très fluide, sans sécheresse, sans dureté. Il y en a qui disent que c'est un son un peu chaud. C'est vrai, mais c'est parce que c'est aussi une certaine force de richesse harmonique. En général, effectivement, comme mon père avant moi, je suis très sensible effectivement au timbre des instruments. Alors c'est vrai que c'est plus évident quand on le fait avec des instruments acoustiques, parce qu'on a des références qui sont plus justes. Mais en général, je cherche effectivement à ce que le dégradé harmonique soit logique et que effectivement l'oreille y retrouve tout de suite cette sensation de déjà entendu qu'on peut avoir quand on écoute une voix, une guitare, un piano, une contrebasse. Mais il était aussi important pour moi, et ça a été aussi le long travail que j'ai fait par la suite, d'essayer de rendre le produit plus versatile, plus universel entre guillemets, même si on ne peut pas l'être. Mais en tous les cas, de donner accès à ce produit-là, d'abord dans des prix raisonnables, avec un rapport qualité-prix qui est toujours très performant chez JMR. Et puis, voilà, leur donner la capacité aussi de pouvoir plaire à un public un peu plus large, qui correspond aussi un peu à ma génération, où on écoute aussi bien du rock que du jazz, que de la musique électronique par moment, que de la musique classique, etc. Oui. Donc une enceinte qui soit versatile et qui puisse rendre justice à ça. En fait, ton papa était plutôt très mélomane, très musique classique. Oui, lui, c'était un grand chambriste. Donc, il écoutait principalement de la musique de chambre. Donc tout ce qui était effectivement pop et rock, c'était pas quelque chose qu'il utilisait du tout pour juger la qualité de ses produits. Et toi, donc, quand tu es arrivé, Oui, moi, je suis arrivé effectivement avec ma culture. Je suis musicien, ingénieur du son. Et bon, je suis d'une génération où on écoutait beaucoup de rock et beaucoup de musique que lui appelait de la pop, même si ça n'en était pas. Et donc effectivement, avec des instruments différents et une dynamique différente. Et voilà, donc moi j'avais besoin aussi que les JMR, qui étaient les enceintes dans lesquelles je suis né, puisque voilà, j'ai toujours eu des JMR chez moi, qu'elles soient aussi capables de rendre justice à ces musiques-là avec le plus de, je dirais, une belle enceinte. C'est une enceinte qui s'efface derrière la musique, qui rajoute rien et qui n'enlève rien. C'est un idéal théorique. C'est de la haute infidélité, mais pourtant on essaye de s'en rapprocher, quoi. C'est ça, quand on parle de fidélité, c'est un petit peu injuste dans le sens où quand on met un piano à queue dans une pièce, qu'on l'enregistre et puis qu'après qu'on l'écoute sur des enceintes, c'est totalement différent. Bien sûr. Mais par contre, il faut que les enceintes arrivent à reproduire l'émotion que le piano a ressentie. Voilà, ouais, c'est pour ça que tu parlais d'homothétie. Oui, tout à fait. Oui. Une enceinte, elle n'est pas là pour reproduire la vérité telle qu'elle est, parce que déjà, il y a tellement d'éléments, et moi je le sais, comme tu le sais aussi, puisque tu as travaillé aussi dans le son, il y a effectivement tout le prisme du studio, de l'enregistrement, le choix du micro, le mixage,
le support, etc., puis la reproduction. Donc tous ces éléments-là, de toutes les façons, ça ne fait que transgresser la vérité. Il n'y a pas de fil droit avec du gain, hein, ça n'existe pas. Ça. La vraie vérité, en fait, elle est quand on est devant l'instrument. Donc ce qu'on reproduit doit au moins pouvoir représenter une homothétie de la vérité, c'est-à-dire la vérité en plus petit, en plus simple. Mais par contre, ce qui est toujours très intéressant et ce qui quand même caractérise le plaisir qu'on a à écouter de la musique, c'est l'émotion qu'elle procure, effectivement. Et ça pas forcément besoin d'avoir on n'a pas forcément besoin d'avoir des très grosses enceintes et un très gros système à des dizaines de milliers d'euros, voire même des centaines de milliers d'euros pour se faire plaisir et avoir beaucoup d'émotions en écoutant la musique. Et c'est très important. Et c'est pour ça que ces produits-là sont importants, parce que pour moi, c'est des produits éducatifs. Une petite Lucia à 850 euros, pour moi, c'est déjà très juste en termes d'équilibre spectral, en termes de timbre, etc. Ça propose déjà vraiment tout ce que c'est faire normalement une vraie enceinte de haute fidélité. Encore une fois, haute fidélité. Et la Luna, elle va encore plus loin, elle en donne beaucoup. Et encore une fois, dans un budget qui reste encore accessible. Même si pour la plupart des gens, ça reste des produits chers. Il faut savoir quand même que maintenant, dans la haute fidélité, on arrive à des prix stratosphériques. Il y a des enceintes qui coûtent 1 million d'euros. Voilà. On ne parle pas de ces choses-là. On essaie effectivement de rendre tout le monde le plus. De donner accès en tous les cas à une vraie qualité avec. Une vraie émotion. Une vraie émotion. Et puis surtout avec des produits qui sont faciles à mettre en œuvre, qui soient domestiquement intégrables sans trop de problèmes, pas trop gros, voilà, qu'on puisse positionner pas trop loin des murs pour que on puisse quand même avoir la place de vivre autour. Bon, là, on est à Paris en plus, donc on sait ce que c'est que perdre 2 ou 3 mètres carrés dans une pièce. C'est tout de suite très embêtant. Donc voilà, il faut que les produits, effectivement, puissent être utilisés dans des conditions domestiques normales, qui n'exigent pas une mise en œuvre compliquée, et puis qui puissent fonctionner, même si c'est des produits déjà haut de gamme, avec des électroniques ou des éléments là qui leur en sont associés, qui sont très modestes, mais qui permettent déjà de chanter correctement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques très industrielles qui font de très très grandes recherches pour avoir une restitution énormément droite. Et finalement, quand on les écoute, on se fait chier, quoi. Et finalement, Jean-Marie Reynaud, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire qu'il y a ce côté artisanal qui fait qu'on va rechercher une enceinte homothétique qui arrive à reproduire l'émotion qui a été sur le morceau. Et finalement, ça, c'est beaucoup plus intéressant, tout en restant neutre. Ouais, ben on a souvent, en essayant, quoi. on a souvent effectivement, les gens qui connaissent bien Jean-Marie Reynaud disent souvent que ce sont des enceintes vivantes. C'est vrai qu'elles sont en général pas du tout aseptisées, c'est pas anémique comme son, c'est un son vivant qui a du peps un peu des fois, effectivement, sans aller dans l'extraverti de certains produits avec des aigus très 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 en avant ou quoi que ce soit. On reste dans une homogénéité globale, voilà. Mais c'est vivant, il y a de la dynamique, il y a du timbre, ça joue. Voilà, donc on a envie de taper du pied, quoi. Voilà. Et techniquement, donc tu as gardé les principes qu'a développé ton père. Oui, alors il y a des principes que moi j'ai développés. Alors, quand on a travaillé ensemble quand même quelques années, on a fait le tour un petit peu de l'ensemble des technologies qu'il utilisait, certaines que j'ai retravaillées avec lui pour les adapter à mon propre cahier des charges, et d'autres effectivement que j'ai utilisées telles que, et pas mal que j'ai optimisé avec le temps, parce qu'avec l'expérience, effectivement, on se rend compte que voilà, il y a certains principes qu'on utilisait il y a quelques années. Maintenant, les haut-parleurs ont fait des progrès, on peut utiliser des haut-parleurs de plus petit diamètre, on arrive à avoir effectivement des composants beaucoup plus performants. Et donc, oui, au fur et à mesure, je me suis basé sur des choses qui existaient, mais que j'ai grandement fait évoluer aussi de mon côté. Notamment, c'est pas un basse réflexe que tu utilises? Non, alors dans nos colonnes, on utilise une ligne triangulaire accordée, donc ça se base sur le principe du quart-d'onde, qui est un principe. De toutes les façons, il n'existe pas à l'heure actuelle de charge pour les haut-parleurs qui n'ait pas déjà été modélisé. Il faut savoir que la plupart même toutes, les principes de charge qui sont utilisés, que ce soit le système clos, le basse réflexe, les quarts d'onde, etc. Tout ça, ça se base sur des études qui ont été faites dans les années 30, hein, pour lesquelles il existe des livres qui expliquent toutes ces choses-là, que j'ai lues bien sûr. Et donc en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se base effectivement sur une théorie X ou Y, et puis qu'on adapte un petit peu à son besoin et son envie, parce qu'il n'y a pas malheureusement de vérité absolue. Tout ça, je ne vais pas rentrer dans une grande discussion, parce que ça risque d'être un peu long, mais quand on parle du principe du quart d'onde, par exemple, le quart d'onde, effectivement, c'est ce qui permet effectivement d'étendre le grave en dessous de la fréquence de résonance d'un haut-parleur, mais suivant comment c'est utilisé, suivant le schéma qu'on utilise, suivant le profil qu'on utilise pour la charge, etc., on a des différences de résultats.
et qui sont pas toujours, qui sont mesurables, qui s'entendent très bien évidemment, mais qui en théorie devraient se baser sur les mêmes principes. Or, tous les principes qui ont été établis autour du haut-parleur se basent souvent sur des principes qui sont des principes dits statiques, c'est-à-dire comme quoi le haut-parleur en fait il est linéaire, il fonctionne toujours de la même façon. Or c'est pas le cas, donc ce qu'il faut c'est arriver à trouver le bon dosage entre effectivement utiliser la technique qui fonctionne bien et en même temps l'adapter à son propre besoin, à sa propre écoute, parce que c'est aussi ça. Moi j'ai mon goût, j'aime le son d'une certaine façon, et c'est pour ça que une JMR ça reste l'enceinte d'un homme et pas. Mon père disait toujours qu'il faisait des enceintes pour les gens qui lui ressemblent, et je pense que je fais pareil. Mais finalement, il n'y a pas de technique parfaite, mais, Non, mais suivant la technique qu'on va utiliser, la façon dont on la met en œuvre, finalement, on arrive à certaines choses. bien Et sûr. puis, il y a un parti pris où Il y a un parti on pris, va là-dedans parce que c'est ce on qu'on fait aime. beaucoup Et de puis, compromis, ça plaît ou ça plaît pas, quoi. Une enceinte acoustique, c'est plein de compromis, Ah de toutes les bah. façons. Quand on sait que de toutes les manières. 97% de pertes dans une enceinte passive. Voilà, et puis ça doit avoir une certaine forme, une certaine taille, il faut quand même la rentrer dans la maison, etc. Donc on peut pas se départir de certaines lois physiques qui font qu'effectivement ça limite forcément les résultats. Mais effectivement, avec des petites astuces, de l'expérience et puis beaucoup de patience, on arrive à effectivement reproduire ce qu'on disait tout à l'heure, un peu l'homothétie d'une vérité. Et ça, c'est le plaisir, c'est le sourire sur le visage des gens, et puis c'est pour ça qu'on le fait, quoi. Pour finir techniquement, tu parlais des filtres tout à l'heure. Ouais. Tu faisais des choses assez simples avec des bons composants. Ouais, ben, moi je pars du principe en fait que dans une enceinte acoustique, le maillon faible de l'enceinte acoustique passive, c'est son filtre passif, puisque c'est lui qui s'oppose au courant de l'ampli, c'est lui qui induit la distorsion, des problèmes de phase, etc. Et donc il est pour moi important, j'essaie toujours d'établir d'abord un assemblage de haut-parleurs qui fonctionnent très bien ensemble sans être filtrés, donc qui ont en général des rendements qui sont très voisins, avec des fréquences effectivement des bandes passantes qui sont très complémentaires, des paramètres dynamiques qui sont aussi des paramètres qui vont ensemble, parce que des fois on a tendance à vouloir mélanger, je dirais, la carpe et le lapin. Il faut que les haut-parleurs aient à peu près la même vitesse, qu'ils aient à peu près les mêmes caractéristiques, entre guillemets, pour bien s'assembler. Et quand ça s'est fait de manière je dirais, en laboratoire, hein, de manière Optimal, le plus optimal possible. Voilà, le plus optimal possible. On a besoin d'utiliser un minimum de composants, et le moins on utilise de composants sur un filtre passif, le moins on va voir l'ampli la en fait a du mal à alimenter l'enceinte, à bien la contrôler, à bien la maintenir, et ça permet en plus je dirais l'autre vertu de ce principe-là, c'est du coup de pouvoir utiliser des meilleurs composants, parce que la qualité des composants d'un filtre passif c'est très important. Et ça permet de les sélectionner de manière beaucoup plus précise, non pas pour des raisons économiques, parce qu'on va en mettre plein et qu'il faut que tout rentre dans le cahier des charges, mais au contraire, se dire voilà, du coup, comme j'ai finalement un budget plus important, parce qu'on fait quand même un peu, on calcule tout, hein, bien sûr, ça permet d'utiliser effectivement un grade de qualité meilleur, des produits qui sont des composants qui peuvent être mieux triés, mieux filtrés, mieux adaptés, et mieux appairés, et de meilleure qualité en général. Et ça se fait beaucoup à l'oreille, parce qu'à la mesure. Entre un condensateur et un autre, on voit pas forcément grand-chose à la mesure de différence, mais à l'écoute, Ça change tout. Ouais. on entend très bien. Ouais. Ouais. Bon, super. On a parlé de pas mal de choses, notamment nous on est ravis d'avoir des enceintes, des JMR premièrement, et puis des enceintes qui sont faites avec un amour du produit, comme ton père et toi le faisons. Ouais. Je fais partie des derniers, je pense, en France à l'heure actuelle, à être encore dans la seconde génération, vraiment la personne qui s'occupe vraiment du développement des produits. Ouais. Ouais. Donc on a parlé beaucoup de produits, mais maintenant je vous invite à venir les écouter, parce que finalement, oui. Ça va vous plaire ou pas. Et on a parlé de la philosophie de construction de Jean-Marie Reynaud, que nous on aime beaucoup, qu'on est ravis de recevoir dans le magasin. J'ai oublié de dire, mais bon, ça pour pas mal de gens qui le savent peut-être déjà, mais nous on est effectivement une entreprise française basée en Charente, dans le pays du cognac. Voilà, l'usine est en plein milieu des vignes, dans une petite ville qui s'appelle Barbezieux, qui est au sud d'Angoulême et au nord de Bordeaux, pour simplifier. Voilà, donc on a toujours été implanté en Charente, depuis toujours. Voilà, donc on est sensible à notre terroir et à notre mode de vie. Voilà. Mais est-ce que tu prends un bon petit cognac pour écouter les enceintes? Mais bien sûr, mais moi j'adore le cognac. Super, écoutez, on vous invite à venir écouter Jean-Marie Reynaud sur n'importe quoi comme musique, aussi bien de musique de chambre comme écouter son papa, que sur des musiques plus rock comme écoute Jean-Claude, ou de la techno comme moi je peux en écouter aussi. Et c'est vrai que c'est une enceinte sur laquelle on prend plaisir à écouter. Alors après, le plaisir, c'est comme un bon cognac ou un bon verre de vin, on a chacun les siens. Voilà.
On ne peut pas plaire à tout le monde. Il n'y a, pas de, il y a rien d'universel, mais en tous les cas, voilà. Voilà. Mais moi, je pense que ce sont des bons produits. Ce sont des produits qui sont agréables à écouter. Et puis, c'est bien d'avoir une petite histoire comme ça derrière et pas avoir accès à une grande firme industrielle. Non, là, c'est sûr que oui, effectivement, là, on ne parle pas effectivement d'une grande firme industrielle. Il y a 5 personnes qui travaillent à l'atelier, donc on est vraiment une petite entreprise. Bah, écoute, félicitations en tout cas de résister avec tous les gros qu'il y a derrière. Hein. Ouais, ouais. Et puis justement, même. Ben, on essaie de garder nos spécificités, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait encore notre moyen d'existence, c'est qu'effectivement, on arrive encore un peu à se départir de l'ensemble des produits à l'heure actuelle sur le marché parce qu'on a gardé une vraie philosophie, une vraie identité. Ouais. Et puis des marques essayent de faire des beaux produits, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Ouais. Il y a toujours de grandes marques qui font de très très bons produits et qui essayent de faire des bons produits, et puis d'autres qui deviennent très industriels, malheureusement. Ouais. En tout cas, félicitations. Et puis, Merci de m'avoir invité à en parler. Et puis j'étais bienvenue content chez effectivement de découvrir les lieux parce que j'étais jamais rentré chez Cobra. Donc voilà, je suis content que déjà vous puissiez avoir un avant-goût de ce qu'est une GMR avec ces 2 modèles ici. Eh ben, super. Merci Jean-Claude. Merci, bonne journée. Bonne journée.